Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer cette conférence qui nous réjouit. C'est vraiment un grand bonheur de se retrouver aujourd'hui pour parler de la place, du rôle, de la valeur des événements dans ce grand événement qu'est le Salon des maires de France. Les événements de toutes sortes, les événements professionnels, les événements plus amateurs dont nous allons aussi parler, font société, comme on dit, mais ils aident aussi la société à se transformer, à se réinventer, à se moderniser, à mener à bien les défis qui nous sont posés en matière environnementale, en matière sociétale, en matière culturelle, en matière politique, au sens le plus noble du terme, du vouloir vivre et du pouvoir vivre ensemble. Je lis sur le stand du ministère de la Culture que la culture est un levier de cohésion sociale, de développement durable et d'attractivité des territoires. On pourrait le dire exactement des événements, quels qu'ils soient de nature directement culturelle ou pas. Nous avons 4 intervenants, dont 3 sont des intervenantes et on s'en réjouit, des grands témoins, des acteurs, des artisans, des forgerons, de l'attractivité des territoires qui vont nous expliquer tout ça, qui vont nous dire quelles sont les retombées en termes économiques, en termes sociétaux de ces événements qu'ils organisent et auxquels ils sont si attachés. Nous allons démarrer cette conférence sous l'égide de l'UNIMEV avec ses 2 coprésidents. Pierre-Louis Roucariès va donc l'ouvrir en répondant à une question et en disant ce qu'il veut. Il est coprésident, donc il dit ce qu'il veut. À quoi ça sert d'organiser des événements professionnels quand on est une collectivité locale et qu'on est attaché à son territoire? Je te remercie beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, donc d'abord un point. Vous voyez, on s'est engagé sur la sobriété énergétique. On y est. Voilà, donc on va tous se réchauffer ensemble et c'est donc la rencontre humaine qui nous permet de réchauffer l'ambiance. Alors, le point, effectivement, quel intérêt en fait pour les territoires de faire de l'événementiel et de l'événementiel professionnel. Moi, je vais juste vous donner un exemple très simple. Vous êtes sur vos territoires, vous voulez faire du développement durable, vous voulez faire du RSE, eh bien vous faites de la rencontre, vous faites de l'événementiel. Et je vais vous donner quelques exemples très simples, très pratiques, et qui vous indiquent qu'effectivement c'est un moyen, l'événementiel professionnel est un moyen pour faire ce développement durable. Premier point, si on prend la RSE, c'est quoi? C'est l'écologie, le social et l'économique. On est d'accord? Je vous donne quelques exemples sur ce point-là. Sur l'écologie, eh bien, c'est très simple. Quand vous faites des rencontres professionnelles, eh bien, la personne qui va se déplacer va dépenser sur le territoire 2 à 4 fois plus qu'un touriste de loisirs. Donc le transport qu'il va générer sur le territoire des retombées économiques beaucoup plus importantes. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, la plupart de ces événements, 99%, se déroulent entre septembre et juin. Et donc là, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser les infrastructures que l'on a développées ces dernières années, c'est depuis 1950, depuis la Seconde Guerre mondiale, pour le tourisme de manière générale, et vous utilisez en fait les équipements déjà existants, on est bien dans le développement durable. Et donc ça, c'est le premier point. Pour le social, eh bien c'est dans le même esprit, c'est-à-dire que, je peux vous dire qu'on est un exemple sur la Côte d'Azur applicable, et donc on peut l'appliquer sur d'autres territoires. Nous avons transformé notre activité estivale en activité annuelle. Ça veut dire que le saisonnier est passé en CDI. Et à partir de là, vous avez fait du social. Et cette personne-là, eh bien évidemment, l'employeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le former parce que c'est effectivement un employé permanent. Et s'il le forme, eh bien vous améliorez la qualité. Ça, c'est 2 exemples pour la partie sociale. Et l'économie, bien c'est une évidence, c'est-à-dire que l'événementiel vous permet de mettre en valeur votre territoire. Alors parfois c'est de la culture, parfois c'est du sport, parfois c'est de l'événementiel professionnel qui va être en lien avec les pôles de compétitivité qui sont sur le territoire et que vous mettez en valeur. Je vais arrêter là parce que
Vous avez en fait 4 conférenciers, donc la conférence, c'est pas moi qui l'ai fait, mais en tout cas, je vous remercie d'être venus nous écouter pendant ces 45 minutes sur l'événementiel. Merci à tous. Merci Pierre-Louis pour ces mots chaleureux et pleins d'allant dans la fraîcheur de cette matinée où la sobriété climatique est de mise. Les événements sont des vitrines des savoir-faire à la française, sont des catalyseurs de croissance, sont des apporteurs de solutions. Alors, on va se tourner vers Madame Sophie Primas. Vous êtes présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Vous êtes sénatrice depuis une dizaine d'années, je crois, depuis 2011. Mais vous avez aussi été maire d'une commune des Yvelines, Aubergenville, et vous savez ce que c'est que le travail de terrain de très longue date. Vous avez signé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, au cours de l'été, un rapport très intéressant, rapport d'information du Sénat sur une notion dont on parle beaucoup, à savoir la souveraineté. Le rapport s'intitule « 5 plans pour reconstruire la souveraineté économique de la France », qui a été livré au mois de juillet dernier. Vous y parlez naturellement de réindustrialisation, vous y parlez de relocalisation, vous y parlez de structuration, de consolidation de filières économiques et industrielles. Quel rôle est-ce que vous assignez aux grands événements dans cette reconquête de la souveraineté française? J'étais très frappé, il y a quelques jours, il y a eu dans ce même lieu le salon du Made in France qui a attiré un monde fou, un succès absolument considérable. L'opinion publique est vent debout en faveur de cette cause. Donc quel rôle vous assignez à ces événements et à la filière de l'événementiel dans cette quête de souveraineté? Mais merci beaucoup. Je salue évidemment mes torsionnés. Merci beaucoup de votre invitation. Évidemment sur un secteur d'activité que vous représentez aujourd'hui qui est majeur. Cette vitrine que représente l'activité de l'événementiel, l'activité du salon, l'activité même, j'allais dire, presque de la foire, parce que dans le nom foire, il y a quelque chose de très territorial, de très historique. Je répondais tout à l'heure à une question, et je disais, pour moi, c'est très important parce que quand on réfléchit un peu à l'histoire de l'événementiel, en fait, l'événementiel puise ses sources dans quelque chose qu'on connaît un peu partout, tous, qui étaient les foires agricoles, les comices, ces grandes réunions locales qui étaient l'opportunité pour chaque acteur économique de montrer son savoir-faire, de montrer à quel point on était un bon agriculteur, on avait les belles bêtes qui étaient des bonnes, qui étaient une vitrine de l'agriculture, mais derrière des produits agroalimentaires et puis derrière de la petite industrie et plus généralement de toute son activité économique. Donc cette filière de l'événementiel, elle a toujours porté l'activité économique, j'allais dire depuis des centaines d'années dans notre territoire et partout dans notre territoire. Donc c'est un secteur économique extrêmement important dans la chaîne de valeur de notre économie, quelle qu'elle soit, aussi diverse qu'elle soit. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, c'est une vitrine. Vous avez employé ce terme tout à l'heure. C'est une vitrine magnifique. On le voit ici au Salon des maires. On a toute une série d'entreprises françaises et pas françaises d'ailleurs, mais qui viennent donner des solutions et qui viennent montrer leur savoir-faire. Et pour en particulier l'industrie, l'univers de la production industrielle, de la production économique, évidemment, c'est une opportunité très très importante avec des coûts relativement faibles, c'est pas une raison pour les augmenter, mais à des coûts relativement faibles, d'avoir une vitrine sur l'ensemble du territoire français, des parties prenantes, mais aussi à l'export. Or, vous savez qu'en matière de souveraineté, une des grosses difficultés de notre territoire et de notre économie, c'est notre quasi-incapacité, ou en tout cas nos très mauvais résultats en matière d'exportation. Et c'est vrai que participer à ces grands événements et à ces grandes fêtes de l'industrie, du commerce, de l'économie, c'est aussi montrer son savoir-faire à des intervenants qui viennent. Alors, il y a de très très grands événements. Je pense au Mondial de l'automobile, on en parlera peut-être tout à l'heure.
On voit bien que nos constructeurs français sont parler là. d'automobile. J'ai vu qu'on parlait d'automobile, mais c'est vrai que on regarde ce que fait Stellantis, ce que fait Renault, on regarde aussi ce que font nos industriels des filières automobiles, et c'est une formidable vitrine. D'abord pour se redonner du peps en interne, j'allais dire nationalement, mais aussi pour montrer nos savoir-faire à l'étranger. C'est extrêmement important. Vous avez parlé du salon Made in France tout à l'heure. Je pense qu'il y a deux dimensions dans le Made in France. D'abord une dimension un peu cocorico en disant voilà tout ce qu'on sait faire et la qualité avec laquelle on sait faire, et regarder de l'extérieur ce que sait faire la France. Puis il y a une volonté un peu plus militante de dire il faut consommer français, ce qui est très très bien évidemment, qui pose d'autres difficultés aujourd'hui parce que ça va avec la compétitivité, il faut marier les deux, mais peu importe. En tout cas, ce sont des vitrines qui sont fondamentales pour l'économie française et pour évidemment gagner des parts de marché à l'export. Et donc, quand on gagne des parts de marché à l'export, on renforce aussi sa capacité à investir et à être plus performant et donc plus compétitif. CQFD, je crois que vous avez mis en valeur de manière extrêmement convaincante la force et la fierté qui s'attachent à ces événements, quelle que soit l'activité, quel que soit le secteur, quelle que soit l'industrie, quels que soient les savoir-faire concernés. C'est vrai dans le bâtiment, c'est vrai dans la mode, c'est vrai dans le sport. Enfin, tous les types d'événements se prêtent excellemment à cette mise en vitrine des savoir-faire d'excellence qui sont un peu cocardiers peut-être, mais qui ont fait aussi l'histoire de France et l'histoire de la force de France. Vous avez parlé tout à l'heure des foires. Les foires de Champagne, ça date d'il y a 800 ans, 900 ans, et ça a été vraiment des catalyseurs non seulement de force, de puissance pour l'économie, mais aussi de rencontres. Et c'est d'abord ce creuset de rencontres, c'est-à-dire d'intelligence collective, qui fait aussi la force de ces grands événements. Les grands événements, ça passe aussi par des équipements, par des lieux, par des sites, dont certains sont mondialement connus, et ont marqué durablement la vie et le visage, je dirais, la physionomie de nos territoires. C'est le cas en particulier à Meudon, ville de l'ouest parisien, très jolie ville que vous connaissez, qui est réputée pour sa qualité de vie, pour son cadre de vie, pour ses événements, dont certains ont une dimension très humoristique. Je pense à des festivals de courts-métrages, d'humour, et un nouveau festival qui a ouvert ses portes il y a peu de temps. Mais c'est une ville aussi qui a été réputée de très longue date pour ses savoir-faire industriels et technologiques, et qui abritait le premier site au monde, je crois, ou en tout cas en France, de dirigeables. Alors, nous sommes avec Denis Larguero, qui est maire de Meudon depuis 2017, qui est vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, en charge, ça tombe bien, de l'attractivité du territoire et du développement numérique, hein, c'est bien ça, mon cher Denis, et à la tête d'une ville qui abrite donc ce site qui s'appelle le Hangar Y, un drôle de nom, qui était à l'abandon, qui ne servait plus, et qui a fait l'objet d'une rénovation. Je vous invite d'ailleurs à le visiter, c'est un lieu absolument magnifique. Sa rénovation a été admirablement conduite. Et à quoi ça sert de réhabiliter un site historique ancien qui était tombé en désuétude, qui était même devenu insalubre? Comment on arrive à réinventer un vieux site industriel pour en faire un élément de modernisation, de réinvention, d'imagination du futur? On s'y prend comment? Avec quels moyens? Quel type de partenariat? Merci David pour cette présentation très encourageante. En effet, ce hangar Y, c'est le lieu d'où est parti le premier vol au monde, de fait, en circuit fermé d'un dirigeable. Donc c'est en effet un lieu historique mondial. Mais c'est d'abord un lieu, comme vous l'avez dit, qui, depuis un peu plus de 40 ans maintenant, est fermé, était fermé au public.
Et c'est l'histoire d'un lieu, en effet, qui allait mourir de sa belle mort du fait de son caractère, finalement, mono-usage. Et c'est l'histoire d'un lieu que l'événementiel va contribuer à pouvoir faire renaître sous différentes formes. Événementiel sans lequel, eh bien, il serait resté ce qu'il est aujourd'hui, enfin ce qu'il était il y a encore quelques mois, c'est-à-dire un début de ruine, c'est-à-dire un lieu dans lequel il est interdit de pénétrer et qui est sous arrêté de péril. Et je vous remercie d'avoir fait état de la citation du ministère de la Culture qui est voisin de ce stand, parce que c'est un lieu qui est monument historique. Et donc c'est grâce à l'ouverture d'esprit du ministère de la Culture que nous avons pu conduire un projet de transformation, de réinvention de ce lieu, qui a d'abord été un lieu uniquement voué et à destination du ministère de la Défense, en l'occurrence pour construire et pour développer des ballons dirigeables, notamment qui nous ont permis en partie de gagner la guerre de 14-18, ce qui en soi déjà est une belle œuvre. On s'en réjouit, et en mois de novembre particulièrement. Et puis ensuite, un lieu qui est resté un lieu monotâche, dédié aux dirigeables, et qui a fini par devenir un musée, ce qui fut le premier lieu du musée de l'air et de l'espace, et encore une fois mono-activité. Et finalement, quand le musée de l'air et de l'espace a rejoint le Bourget, eh bien, ce lieu s'est éteint petit à petit, faute de projet. Et c'est grâce à l'action combinée d'une société d'événementiel, en l'occurrence Culture et Patrimoine, d'un grand mécène, Frédéric Jousset, du ministère de la Culture, au travers de la signature du premier bail amphithéotique à valorisation de France, et un tout petit peu de la ville quand même au passage, je me permets de le dire, que nous avons redonné une vocation à ce lieu, un lieu hybride, un lieu pour le coup qui ne sera pas mono-usage, mais qui permettra d'y développer de grandes expositions artistiques, comme c'est le cas des expositions qui vont lancer officiellement l'inauguration de ce lieu le 21 mars prochain, mais déjà en préfiguration aussi un lieu d'événement pour le tissu associatif local. Ce qui est très important, c'est que ces lieux jouent aussi un rôle dans l'activité économique, mais aussi dans le tissu associatif local, avec notre festival Stars Up dédié à l'aérospatiale et à l'astronomie. Aussi un lieu qui permette d'accueillir, et ça a été le cas de sa première réouverture, c'est des hackathons avec des étudiants qui viennent travailler sur la question des nouvelles mobilités dans ce lieu, qui fut un lieu de nouvelles mobilités, en l'occurrence le dirigeable à l'époque à propulsion électrique, et donc de réunir dans ce lieu des entreprises du territoire et au-delà, qui sont aujourd'hui pour nous des grands groupes, comme Thales, comme Dassault Systèmes, comme Orange, comme Capgemini, qui sont présents sur le territoire de Meudon et qui vont trouver là un lieu aussi, bien sûr, d'attractivité pour leurs propres activités et bien sûr pour le développement aussi de l'intérêt de leurs équipes pour un territoire qui aujourd'hui n'est pas forcément repéré comme pouvant être un lieu d'activité multiple, comme ce lieu va nous permettre de le devenir. Donc voilà comment, en agrégeant différents partenaires, en essayant de trouver une vocation non plus monotype, mais au contraire ouverte sur son environnement et sur des publics très divers, on trouve un avenir à un lieu qui, en effet, était sous arrêté de péril il y a encore 2 ans et demi, 3 ans. D'une ruine, vous avez refait un véritable écrin, un fleuron. Alors ça, c'est formidable, mais on peut toujours dire, oui, mais pour des villes, pour des territoires qui n'ont pas ce type d'équipement, qui n'ont pas ces sites classés, qui certes menacent les ruines, mais qui, à la faveur de l'intelligence réunie des différents acteurs et de moyens financiers quand même assez significatifs, ont réussi à se réinventer.
quand on ne dispose pas de ces équipements, comment faire? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Alors on va aller un peu plus dans le sud, on va aller en région Rhône-Alpes, Auvergne, maintenant ça s'appelle comme ça, dans le département de l'Isère avec Fanny Lacroix. Fanny, vous êtes maire de... C'est pas une ville, c'est un village qui s'appelle Châtel-en-Trièves, qui est en fait la réunion de deux anciennes communes qui ne s'aimaient pas, mais qui ont réussi à fusionner. C'est une fusion qui a bien marché pour créer ce village de Châtel-en-Trièves, qui compte à peu près 500 habitants, un petit peu moins, donc c'est tout petit, c'est tout petit. Mais c'est un village très dynamique, et depuis que vous avez été élu, depuis que vous êtes engagé dans la vie de ce territoire, de cette collectivité, vous êtes aussi vice-présidente de la communauté de communes du Trièves en charge du tourisme, ça tombe bien, et vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France. Vous allez de l'avant avec, si je puis dire familièrement, les moyens du bord. Vous n'avez pas de hangar classé, vous n'avez pas de bassin d'emploi, vous n'avez pas de zénith, vous n'avez pas de palais des congrès, mais vous faites des grandes choses avec des moyens, je dirais, à votre portée. Et vous avez déclaré il y a quelque temps, j'adore cette formule, la force des petits villages réside dans la simplicité de l'approche des grandes transitions. C'est très joli, ça, c'est une belle légende. Alors comment vous l'illustrez, comment vous faites, comment vous vivez cet idéal au quotidien? Effectivement, donc je suis maire de Châtel-en-Trièves, qui est un petit village de 500 habitants dans le sud Isère. Et ce qui m'a porté à la fonction, et ce qui m'anime aujourd'hui au quotidien, c'est comment effectivement nos villages de France, parfois avec peu de moyens, peuvent permettre, par la petite taille de la commune, par le fait qu'on se connaisse tous et par aussi le fait qu'on ait des espaces, des bâtiments, des lieux à se réapproprier, peut permettre à chacun de trouver une forme de contribution. Je crois qu'en ce moment, dans l'ensemble du contexte que nous sommes en train de vivre, les grandes transitions devant nous, parce que effectivement je suis vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France en charge de la transition écologique, je crois que nous avons un besoin de contribution à la fois individuelle et collective pour se sentir faire partie de cette histoire. Et en fait, assez rarement, nous voyons ces communes rurales comme cette capacité à agir et à retrouver un pouvoir individuel et collectif. Moi, c'est ce qui me passionne dans mon village. Et on en a fait l'expérience. Donc, Châtel-en-Trièves, cette petite commune, aujourd'hui, l'ensemble des espaces, l'ensemble des bâtiments aussi inutilisés, parce que vous avez parlé de la friche, mais je crois que ça c'est un grand sujet, eh bien tous ces espaces et ces bâtiments sont aujourd'hui mis à disposition des citoyens pour faire valoir notre citoyenneté active. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être habitant de Châtel-en-Trièves, c'est pas seulement se placer dans une posture de consommation de services, mais vraiment en tant que maire, moi j'appelle à faire village ensemble, faire société ensemble, c'est-à-dire que c'est un village bien commun où effectivement si on ne prend pas conscience qu'on a un pouvoir d'agir ensemble, effectivement on ne pourra pas faire grand-chose parce qu'on a un petit budget et assez peu de moyens en termes humains aussi dans ma mairie. Mais par contre, ce qu'on a compris à Châtel-en-Trièves, c'est que si on se met 500 pour faire les choses, à décider qu'on va sauver l'école, à décider qu'on va créer un café-épicerie associatif, à décider qu'on va être le village des marionnettes, mais là je vais après décliner un tout petit peu, et bah du coup, des choses qui semblaient impossibles deviennent réalité et de manière très concrète par l'implication de tous dans un effort collectif. Et je crois que c'est ça finalement la chance de la ruralité aujourd'hui, c'est de dire effectivement, c'est dans le concret, dans les choses très pratico-pratiques, dans le fait de créer des moments de convivialité partagée où on se retrouve, où on fait société ensemble, qu'on peut regarder l'avenir avec un peu d'enthousiasme. Je ne vais pas développer tous les projets de Châtel-en-Trièves parce que si c'est un petit village, comme chaque espace et chaque bâtiment est significatif de projets, on en a pas mal en fait, mais je reviendrai simplement sur un des projets qui est un projet culturel qui me tient particulièrement à cœur. Une compagnie de marionnettistes est venue toquer à ma porte et chercher un local pour pouvoir venir s'installer dans notre commune. Et donc nous, effectivement, on avait une mairie qui était vide parce que du coup, on avait créé la commune nouvelle et réhabilité un vaste domaine patrimonial pour créer la commune nouvelle et donc la mairie.
On les a accueillis, on leur a dit bien évidemment, venez dans cette ancienne mairie, et donc elles ont sorti de leur malle des décors de spectacles de marionnettes, puisque chaque année elles construisaient des spectacles de marionnettes. Elles font tout elles-mêmes, leurs marionnettes, les décors, etc. Elles rangeaient tout dans des malles, et au bout de 3 années, comme elles n'avaient pas la place de les stocker, elles les détruisaient. Et en fait, tout simplement, c'est simplement par le regard porté sur leur initiative, sur le fait que dans mon village, tout est important, la moindre petite chose est importante, chaque individu porte sa spécificité et est mise en valeur. On a regardé ce qu'il y avait dans les malles, on les a ressortis. Et aujourd'hui, l'ancienne mairie de Châtel-en-Trièves est devenue la maison des marionnettes de Châtel-en-Trièves, où nous exposons les décors de la compagnie de marionnettistes, les marionnettes. Les habitants aussi ont accueilli de manière très chaleureuse cette initiative et donc confectionnent aujourd'hui avec les marionnettistes des marionnettes, font aussi des spectacles de marionnettes. Et donc nous avons ce projet que nous portons ensemble de devenir village des marionnettes, Châtel-en-Trièves, village des marionnettes, et avec un événement annuel, un festival de marionnettes qui a lieu au mois d'août tous les ans et qui rassemble. Alors ça pourrait paraître un petit événement, mais cette année on a quand même eu un peu plus de 500 spectateurs sur une toute petite commune rurale. Ça fait aussi porter de l'activité économique, ça nous permet aussi de pouvoir consolider notre café-épicerie associatif. Donc finalement, simplement le fait d'avoir pris de l'attention à cette volonté de contribution des marionnettistes et d'avoir pu tisser avec la population ce projet ensemble permet aujourd'hui à Châtel-en-Trièves de pouvoir s'inscrire sur ce projet culturel du village des marionnettes. Un exemple parmi d'autres. C'est un message très encourageant qui montre, qui illustre vraiment très bien avec beaucoup d'éloquence qu'on peut faire grand avec petit, à la condition de le vouloir et de se réunir, de se mettre ensemble. Les événements, ça crée de la vie, ça crée de la vitalité dans les territoires, ça fait du bruit parfois. La preuve, là on a quelques cris. Ça en fait parfois beaucoup plus. Aux 24 heures du Mans, si on remonte et qu'on va dans l'Ouest, un événement majeur, un des événements sportifs les plus connus dans le monde, les plus mythiques, qui va célébrer en 2023 son centenaire, est confronté à beaucoup de défis. Évidemment, c'est très connu. C'est un événement qui attire des spectateurs et des coureurs du monde entier, mais qui est confronté quand même à des challenges absolument colossaux, notamment sur le plan non seulement de la transition écologique, mais aussi de l'acceptation sociale et sociétale de ces événements. Et alors, on a souhaité que Carole Capitaine, qui est en charge de la communication d'un magnifique projet très innovant sur le moteur à hydrogène et plus largement le projet H24, vienne nous entretenir de ce que font les 24 heures du Mans, là aussi pour se réinventer, pour se moderniser, pour se mettre à niveau sur tous les plans, pour imaginer l'avenir, ce que l'ACO, l'Automobile Club de France, fait depuis sa création, non seulement pour la course, mais aussi pour la sécurité des voitures et des équipages et des spectateurs, pour l'amélioration des conditions de circulation sur la route. C'est très intéressant et très réconfortant de voir qu'une course qui pourrait être jugée négativement sur le plan de son empreinte carbone a pris le problème à bras-le-corps et fait son maximum pour être vertueuse sur ce plan comme sur les autres. Alors Carole, à vous, vous êtes venue avec du matériel, pas des voitures, c'était un peu trop encombrant, mais en tout cas un jeu de société et des goodies, je ne sais pas comment dire. Des démonstrateurs. Alors en fait, si votre question c'était est-ce qu'on est le sport le plus polluant, est-ce qu'on est une discipline qui ne fait que du bruit et qui pollue, la réponse simpliste, ça pourrait être oui. On fait du bruit, on a des voitures qui tournent en rond sur un circuit, mais le but depuis la création de l'Automobile Club de l'Ouest en 1906, c'est justement de permettre à tout un chacun la mobilité, d'aller d'un point A à un point B en toute liberté et accessible à tout le monde. La recherche, donc vous disiez tout à l'heure que les 24 heures du Mans allaient fêter l'année prochaine leur centenaire. Le but de la création de cette course, au départ, c'était justement de jauger la sécurité des véhicules. Le cahier des charges de cette course
Oui, ce sont des passionnés qui aiment la chose automobile, mais c'est surtout un travail avec les constructeurs depuis le début jusqu'à maintenant sur comment on fait pour améliorer au niveau de la sécurité, au niveau de la performance, au niveau de la réduction de consommation. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, nous, on a intégré un nouveau cahier des charges qui est qu'est-ce qu'on peut faire pour le respect de l'environnement et de la planète. Parce qu'on est tous aussi des citoyens, on est tous responsables, on a pour certains des enfants, et sans faire du greenwashing, on veut un futur pour la planète. Donc on travaille avec les constructeurs. On a pas un projet, mais un programme, parce qu'il existe et il est concret. L'évolution du règlement des 24 heures a été marquée par tout un tas de découvertes technologiques dans le progrès. Donc que ça soit sur le bitume. Le bitume a été inventé, parce qu'avant les routes c'était des trous de la terre, a été inventé ou en tout cas plus testé au Mans. Les freins, les essuie-glaces, tout ce qui est luminosité, les différents types de motorisation. Là, actuellement, et on travaille donc avec les constructeurs, mais aussi la Commission européenne, sur un texte qui a été dicté par la Commission européenne, qui veut que les constructeurs français ne puissent plus vendre, à partir de 2035, des véhicules à moteur thermique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça, on ne fait rien et on finit au musée? Non. Donc, on anticipe avec les constructeurs à trouver de nouvelles technologies et solutions. Nous, en endurance, on ne peut pas partir sur l'électricité parce que notre course, elle dure 24 heures. Donc s'arrêter et recharger pendant une demi-heure, ça n'a pas de sens. La solution qu'on a trouvée, c'est l'hydrogène. On est parti sur la pile à combustible. Le moteur, c'est encore autre chose. Nous, on est parti sur la pile à combustible. Donc j'ai amené un petit kit de voiture parce qu'en fait, la course... ce qu'on fait aussi avec les 24 heures, c'est qu'on travaille avec des écoles, on travaille avec l'université. Et en fait, on fait de la démonstration de ce qu'on fait. Donc, pour vous montrer un petit peu les interventions qu'on peut avoir en école. Donc, qui dit pile à combustible, je vais vous montrer au moins ce que c'est qu'une pile à combustible. Ce petit carré bleu que vous pouvez voir, c'est une pile que j'emmène en fait dans les écoles primaires, collèges ou lycées de la région du Mans ou dans des écoles d'ingénieurs pour montrer, parce que je n'ai pas le droit d'arriver avec de l'hydrogène dans les salles de classe, pour montrer comment on peut fabriquer de l'hydrogène et le principe justement d'une pile à combustible, c'est-à-dire quand vous mettez de l'hydrogène dans une pile à combustible et de l'oxygène, qu'est-ce que ça donne? De l'électricité qui va sur un moteur électrique et de l'eau. Donc de l'eau qu'on met en bouteille. Et notre voiture de course, on a une voiture de course qui, pour l'instant, participe à des épreuves au niveau européen. C'est pas encore les 24 heures du Mans. Cette voiture, elle n'émet que de l'eau. On travaille aussi sur des pneumatiques qui sont pour l'instant à 53% issus de matériaux biosourcés. Donc toute cette démonstration, on les partage avec les spectateurs, avec les gens de la région du Mans, pour leur montrer qu'ils peuvent être fiers de leur région et participer aussi à des nouveaux métiers. Nous, on est très souvent sollicités par des jeunes qui sont sensibilisés, intéressés, parfois inquiets par la transition énergétique et qui se posent comme question on voudrait travailler dans ce type de métier, mais que faut-il faire? Donc on les oriente modestement, ou on prépare aussi du contenu avec l'Université du Mans ou certaines écoles pour préparer justement notre jeune génération à ces nouveaux métiers que même les constructeurs sont aussi en train, eux, de découvrir pour transformer la mobilité de tout un chacun. Donc la piste, depuis sa création, a toujours été un laboratoire technologique. On fait des performances, on voit tout de suite si ça marche ou pas. Une technologie, la course, ça ne peut pas mentir. Et de ce fait, on a eu une visite de la commissaire européenne Maria Gabriel, qui est en charge de la recherche et de l'innovation et de tout ce qui est programme Erasmus et d'éducation au Mans. Et elle ne s'imaginait pas, je pense, en venant sur un circuit de course, découvrir en fait ce laboratoire de recherche qui valide ou non très rapidement une solution technologique. Et donc elle nous a embarqués avec elle pour nous dire voilà la feuille de route hydrogène avec des gens comme vous qui en fait réglaient à 360 degrés les problèmes de l'hydrogène, parce qu'elle était parfois contactée par des gens qui stockent l'hydrogène, parfois par des gens qui fabriquent l'hydrogène. Nous, pour que la voiture elle court sur le circuit, il faut qu'on ait réglé tous ces problèmes-là. Il faut qu'on ait une station, il faut que ça soit fait en sécurité. Donc on travaille avec l'ENSOSP, qui est l'École nationale des sous-officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence, qui sont, avec le Japon, la référence mondiale sur la sécurité en hydrogène. Parce qu'on part de zéro, donc on doit tout créer ou normer. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Bravo, c'est absolument fascinant. Et je crois savoir que l'eau que rejettent les moteurs de cette voiture
Elle est potable. est potable Oui, c'est de l'eau et pure en fait. commercialisable. C'est de l'eau. Alors commercialisable, on ne va pas la commercialiser parce que nous c'est un support de démonstration, Pour mais les c'est faire de l'eau. repasser. C'est pour les faire repasser, c'est de l'eau déminéralisée, c'est de l'eau pure. Ce qui est Moi j'en ai déjà bu et ça va parfaitement. ça s'arrose. Ce qui est très important et très intéressant, c'est que ces événements se transforment pour transformer la société. C'est à la faveur des réponses qu'ils apportent à leurs propres défis qu'ils sont en mesure de donner des solutions à la société tout entière. C'est le cas dans votre filière, dans la filière industrielle de l'automobile, où vous apportez des solutions, j'allais dire, de façon continue depuis des décennies sur les systèmes de frein, de guidage. Mais je pense que ça passe vraiment par une réflexion sur la nature, sur le sens, sur le bien fondé de ces événements eux-mêmes. Et que vous vous posez la question en permanence, à quoi ça sert de faire tourner des voitures sur un circuit? C'est pas un gadget, c'est pas un jeu d'enfant, ça a une vraie utilité, ça sert l'économie française, ça sert sa réputation, c'est une vitrine à nul autre pareil. Et ça, je pense que c'est vrai de tous les événements, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, quels que soient les savoir-faire qui sont mobilisés pour les mener à bien et pour en faire des éléments, là encore, de réputation française. Sans compter, pour ce qui concerne les 24 heures du Mans, sa dimension très internationale et le fait qu'il y a des retombées touristiques absolument colossales, puisque les gens viennent du monde entier et ils viennent pour une durée qui est relativement longue. J'imagine que quand des touristes australiens viennent voir les 24 heures du Mans, ils restent longtemps et il y a des effets très, très vertueux sur le territoire. En fait, on a une ville dans la ville. La ville du Mans, si on prend que la ville du Mans, c'est 150 000 personnes. Et pendant les 24 heures du Mans, c'est 250 000 personnes qui viennent pendant la semaine. Après, donc il y a le circuit, effectivement, qui fait 13 km avec les concurrents qui sont sur ce circuit-là. Mais après, on a des terrains de camping parce que des gens, effectivement, viennent vivre sur le circuit. Donc, en fait, on est une ville. On a un système de sécurité dédié aux spectateurs, on a un système médical dédié aux spectateurs, on a un système, toutes les normes de réglementation sanitaire sont adaptées aussi pour les spectateurs parce qu'on accueille des gens pendant une semaine. Donc parfois on est vu comme un événement sportif, mais on est aussi un événement touristique. Sur certains sujets, on travaille parfois avec Disney, notamment sur le flux de spectateurs parce qu'on est considéré comme un événement touristique qui doit gérer, comme un parc d'attractions, qui doit gérer en fait du mouvement de spectateurs. Donc on n'est pas qu'une enceinte sportive, on est aussi considéré comme un parc d'attractions. C'est un fait social total, comme disent les sociologues, puisque ça concerne effectivement tous les aspects de la société. Alors, je voulais savoir si vous aviez des questions à vous poser les uns les autres, des réactions, des interrogations, parce qu'on a parlé de dirigeables, on a parlé de véhicules terrestres, on a parlé du mondial de l'automobile, on a parlé de marionnettes, de mobilité nouvelle. Est-ce que... Moi, pas une question spécifique, mais une réflexion sur ce que je viens d'entendre et qui est évidemment fort intéressant. C'est qu'en fait, vous êtes dans un univers qui est un univers en transformation, mais qui puise ses racines, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des activités qui sont très anciennes. Et en fait, vous accompagnez, quelquefois vous permettez la transformation, mais quand je vois à la fois dans l'Isère l'innovation sociale, parce qu'en fait c'est ça, l'innovation territoriale, de management territorial, l'innovation sociale, l'innovation qui est portée chez vous entre les ballons dirigeables et puis ce nouveau bâtiment qui va être un temple de la culture, etc. On voit bien que c'est la continuité de l'histoire. Il n'y a pas de disruption. Alors il y a des choses qui nous amènent à la disruption, qui sont la crise Covid, on ferme tous pendant 2 ans et on ronge nos freins et on réfléchit, on range nos freins, voilà, et on réfléchit. Mais finalement, c'est aussi une opportunité à se remettre en cause plus rapidement, plus vite, plus fort. Et on voit bien que dans les expériences qui sont racontées là, on a quand même une continuité, on a un lien avec ce qui s'est passé, on a des accélérateurs d'innovation. Et je pense que parmi les innovations, qu'elles soient techniques, sociales, organisationnelles, managériales ou quelles qu'elles soient, ce qui va compter, c'est le décloisonnement.
En fait, ce qu'on assiste là, c'est au décloisonnement des activités. Et ça, c'est probablement l'événement le plus intéressant dans ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est sur un circuit automobile? Pourquoi est-ce qu'on va sur la Lune? Pourquoi est-ce qu'on se rattache à l'histoire des ballons, des premiers ballons? Pourquoi est-ce qu'on fait revivre les villages ruraux? En fait, tout ça, c'est grâce au décloisonnement des activités, au décloisonnement des esprits. Et je pense que ça, c'est la principale innovation de notre période. Voilà. Je crois qu'on ne peut qu'être d'accord avec cet éloge du croisement fertile des savoirs, des savoir-faire. Oui, puis c'est un décloisonnement, c'est aussi une façon de pouvoir essayer de traiter les problèmes qui se posent pas seulement chacun chez soi, mais peut-être à tous sur le territoire national. Quand on prend l'exemple du hangar Y, c'est pas seul lieu en France qui a des difficultés de rénovation, qui est sans usage, qui risquait effectivement de disparaître. On a des centaines de lieux en France, patrimoniaux, qui cherchent aujourd'hui un destin, parce que on le voit bien, ce sujet du patrimoine. Le loto du patrimoine est une action qui en soi est vertueuse. Mais on voit bien ses limites aussi, c'est-à-dire qu'il y a un lieu qui trouve un accompagnement, une aide pour sa restauration, mais uniquement pour sa restauration, eh bien, ça ne lui donne pas pour autant un destin, une vie propre, ça ne lui donne pas pour autant la garantie dans la durée de pouvoir être un lieu animé et un lieu qui va vivre plus longtemps que simplement la durée de la restauration qu'aura permise une subvention à un moment donné de quelques milliers ou dizaines de milliers, voire même de centaines de milliers d'euros. Un modèle comme celui qui vise à trouver un projet d'avenir pour le lieu, un lieu hybride, un lieu dans lequel, typiquement, si on prend l'exemple du hangar Y, l'État ne met pas un sou, c'est l'exploitant qui paye la totalité du budget de restauration, 27 millions d'euros, sur une durée de 30 ans ou de 35 ans qui est confiée à cet exploitant, durée pendant laquelle il va encore verser des redevances à l'État, à savoir plus de 20 millions d'euros. Et donc on est sur un modèle, malgré tout, et en fonction de la taille bien sûr de l'équipement, ceci varie, mais on est sur un modèle où l'État est fortement gagnant, et où on peut envisager une projection vers l'avenir qui dépasse la simple durée d'une restauration historique. Et ça, je pense que c'est effectivement un phénomène tout à fait nouveau que permet l'hybridation événementielle, c'est de donner une visibilité à l'État sur son patrimoine, l'État, collectivité, commune, département, région, puisque maintenant nous avons tous du patrimoine et c'est très bien comme cela. Et je crois que c'est cette hybridation qui permet aujourd'hui de pouvoir garantir dans la durée un avenir à ces lieux. Et nous le savons, il y en a des centaines sur le territoire national. C'est une notion très forte qui vaut effectivement pour les sites historiques, mais en général, cette hybridation que vous illustrez d'ailleurs à Châtel-en-Trièves à votre façon, puisqu'une ancienne mairie devient la maison des marionnettes. Alors de là à digresser sur... voilà, on va s'arrêter là. Mais il y a cette notion de multi-usage, d'ouverture, d'interdisciplinarité, de croisement, de phosphorescence des lieux de vie. C'est vraiment une voie d'avenir que vous illustrez, que vous incarnez toutes et tous à votre manière dans vos territoires. Et ça, c'est vraiment une leçon de portée générale. Alors après, il y a quand même un autre problème, c'est le coût de la mise à niveau de ces équipements. On n'y arrive pas toujours. La puissance publique est impécunieuse, je dirais aujourd'hui par construction, par principe, et il faut trouver des solutions. Et les solutions nouvelles, ça passe souvent par l'appel à des PPP, du recours à des mécènes qui sont aussi passionnés, qui sont fortunés. Mais ça, on ne les trouve pas forcément du premier coup.
Et alors il faut être imaginatif, il faut être très patient, il faut être extrêmement persévérant pour mener à bien ces projets. Et après, il y a quand même une mise à niveau sur le plan environnemental qui nécessite des crédits massifs et qui requiert de la part des filières concernées une écoute de la part de la puissance publique, hein, et ce n'est pas une IMEF qui dira le contraire. Il y a évidemment des besoins qui sont très importants, qui ne sont pas forcément satisfaits, surtout dans ces temps de crise, surtout si on ajoute à tout cela évidemment le surcoût de la facture énergétique. Il y a des défis qui sont colossaux, mais une des solutions, c'est bien évidemment cette mise en commun, cette hybridation et cette force magique qui coûte pas cher, qui s'appelle l'intelligence, les intelligences collectives. Carole, est-ce que vous avez... Alors justement, pour revenir par rapport à l'histoire, tous ces projets, tous ces programmes, oui, ça s'appuie sur l'histoire. Nous, on va fêter les 100 ans des 24 heures, donc on est extrêmement respectueux de notre passé, mais on veut être aussi fiers justement de notre futur, ce qu'on pourra, on imagine le faire avec l'hydrogène. Vous parliez tout à l'heure justement de système hybride. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est l'énergie en fait. Oui, parfois il peut y avoir des problèmes financiers, trouver un budget, trouver une solution. Mais ce qui est quand même à noter, c'est l'énergie commune qu'on peut avoir ou le partage d'expériences qui peut servir à tout le monde. La solution de facilité par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés, oui, ça serait de se mettre en retrait. Mais pour quel résultat ? Là, de se dépasser, de se dire, voilà, à plusieurs, on peut peut-être réfléchir. On a peut-être certaines ambitions, mais suivant un contexte, le Covid qui arrive et qui va bouleverser tout un plan de financement, il faut peut-être revoir plus bas, c'est l'objectif. Mais c'est surtout de garder, on parle de crise énergétique, c'est surtout de garder cette énergie et c'est cette envie commune de faire des choses et d'être fier de son village, de sa petite commune, fier de ses lieux patrimoniaux, fier de ce qu'on peut apporter dans son pays et le rayonnement qu'on peut offrir à son pays. Moi, je suis toujours étonnée que j'aille au Japon, aux États-Unis, quand on parle des 24 heures du Mans. Déjà, la ville est mixée. On dit tu vas au Mans ou tu vas aux 24 heures. Et quand tu dis tu vas aux 24 heures, c'est forcément que tu vas au Mans. Donc il y a déjà cette transformation du nom de la ville avec 24 heures dans différents pays. Et ce qu'on essaye de montrer justement en allant dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la transition énergétique, la démarche n'est pas de leur faire peur ou de les ennuyer, c'est absolument pas ça. C'est de les emmener justement vers ce futur et cette transition nécessaire à un futur. Et c'est surtout de leur montrer qu'ils peuvent être fiers de leur région parce qu'il se passe des choses comme celle-ci. Il n'y a pas que les 24 heures, au Mans, il y a plein d'autres initiatives. Il se passe des choses, donc ils peuvent être fiers de là où ils sont et d'être justement emmenés par cette énergie positive. C'est pas simple, le chemin il n'est pas forcément très très simple. On ne s'entend pas forcément aussi avec certains détracteurs, mais voilà, ne pas se laisser freiner ou ralentir dans ces projets, y croire. Alors ça peut paraître naïf comme ça, mais je pense que c'est essentiel de garder cette feuille de route. Je suppose qu'à Châtel-en-Trièves, on est fier de son village comme on l'est ailleurs, mais est-ce qu'il y a des moyens pour encourager cette fierté et pour la rendre profitable et agissante par des consultations, par des appels à projets, par ces dynamiques sociales qui sont très très efficaces? Bon, en tout cas, ce que je trouve extrêmement intéressant sur l'ensemble des initiatives qui ont été mises en lumière aujourd'hui, c'est dans un contexte que nous connaissons tous, où on a parfois du mal à savoir ce qui fait société, où on a quand même des fractures dans notre population. Moi, en tant que maire, que je constate fortement, où la crise du Covid a amené aussi quelque chose, son lot de complications. On sent qu'il y a besoin de faire société ensemble. Moi, je crois que la diversité des projets, des événements qui sont sur les communes, dans ces lieux de vie, justement, elles arrivent à s'adapter aux spécificités locales, à savoir justement jouer sur cette forme d'identité locale, sur la mise en valeur des savoir-faire locaux. Moi, je crois que ça doit être l'occasion de l'accroche citoyenne de la culture, mais au sens le plus vaste du terme, et qui épouse parfaitement la diversité locale. Nous, c'est un petit peu l'approche qu'on essaye de promouvoir au sein de l'Association des maires ruraux de France, de dire on doit changer de regard, on doit être des orpailleurs.
un petit peu à l'image de voilà, ceux qui cherchent des pépites d'or, il y en a de partout. Et si on se dit qu'on a peut-être une pépite d'or sur notre village ou n'importe où en France, eh ben il faut la travailler. Ça peut être vecteur justement de fierté individuelle et collective. Et ce qui me semble très intéressant, c'est parmi la diversité des approches, c'est qu'on fait une culture commune de tout ça. C'est-à-dire qu'on va parler de choses qui nous importent. Et c'est ce qu'on disait, quand on parle des dirigeables, on parle de la marionnette ou de la voiture, mais après, on fait culture commune et je crois que c'est ça le plus important. Et comment est-ce qu'on peut valoriser ça? Moi, je pense, en tant que maire, là, je prendrais vraiment ma casquette d'élu local, c'est justement ce que j'essaye de faire sur mon village, de créer ces espaces de contribution le plus ouverts possible. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'appelle ça le droit au village. C'est-à-dire le droit d'avoir dans son territoire immédiat un espace de contribution civique. Je pense que c'est un droit qui devait être reconnu comme d'autres droits. Et aujourd'hui, trop peu de personnes savent comment trouver une issue à cette crise de l'engagement que nous percevons et qui attaque notre République. Moi, je pense que c'est la première fonction de l'élu, du premier élu, du maire, que de trouver sur son territoire un espace de contribution pour chacun de ses concitoyens. La commune rurale, par la petite taille, permet ça. Et je pense que c'est une leçon à porter de manière universelle sur notre territoire national. Nous devons construire le droit au village ou le droit à la citoyenneté active. Et ces événements sont les réactivateurs de notre capacité à faire société ensemble. C'est très important. Vous nous dites que les grands événements et moins grands événements sont des laboratoires de citoyenneté. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste. Et c'est vrai partout en France. Je crois que nous allons terminer cette conférence. Le mot de la fin, à moins que vous n'ayez des questions, des interrogations, des réactions dans le public. Le mot de la fin revient à Renaud Hamed, coprésident d'Unimev, qui organisait cette conférence. On leur remercie, on félicite l'Unimev pour avoir monté cet événement. Vraiment, je le dis sans flagornerie, hein, Renaud et Pierre-Louis, qui parie sur l'intelligence des territoires, sur l'intelligence des acteurs, sur l'intelligence de sa propre filière. Voilà, on te laisse, conclure cet événement dans l'événement. Je vais essayer de faire un résumé pour la conclusion. D'abord, un événement, c'est des lieux. D'accord ? Vous l'avez montré, notre métier, c'est un marché d'offres. On offre des lieux et des lieux, on va créer des événements. Il n'y a jamais d'événement s'il n'y a pas de lieu. Quel que soit le lieu. Que ce soit un circuit, que ce soit un ancien musée, que ce soit des anciens bâtiments perdus, que ce soit ici. Je sais pas, vous savez, ici, c'est une ancienne carrière, hein, la porte de Versailles, qui a servi à fabriquer une bonne partie de Paris, d'accord ? Et qui a été créée parce qu'on a maintenu la Tour Eiffel. Enfin, je veux juste l'avoir en tête, d'accord ? Donc c'est à cause de ça que la porte de Versailles existe. Donc d'abord, c'est un lieu. Dans ces lieux, on va fabriquer des événements. Ces événements vont accueillir du monde, plus ou moins grand. Je dirais, c'est pas le problème. Et comme le disait Madame Prima tout à l'heure, un événement, c'est d'abord une communauté, ensuite c'est une offre, ensuite c'est des nouvelles tendances et ce que sera le futur demain. S'il n'y a pas ces 4 ingrédients sur un événement, vous oubliez, on ne vient pas sur un événement pour aller faire un centre commercial. C'est pas la même chose. Un événement, c'est pour voir le futur, c'est pas pour voir le passé. Modulo, on organise Rétromobile, donc je regarde le passé donc, dans ces véhicules. Mais c'est beau de voir ça. Les événements, c'est pour le futur. Et tous les événements qui sont fabriqués de façon générale font ressortir les nouvelles tendances. D'accord ? Et le troisième point qui a été évoqué, c'est que l'événement est important, et l'événementiel est important, parce que c'est la première plateforme d'export des entreprises françaises. Il ne faut jamais l'oublier. Si on vient ici, d'abord, prenez une PME, une TPE, envoyez-la tout de suite en Chine, elle va y perdre tous ses moyens, au-delà d'autres choses, elle va y perdre beaucoup de moyens, et elle ne saura pas comment adresser son marché. D'abord, elle expose en France, on fait venir des visiteurs, on dit ça marche, et à ce moment-là, derrière, elle ira là-bas. C'est une première plateforme d'export pour nos entreprises. Ensuite, le dernier point, il y a une crise. Bon. Et la crise a démontré, vous savez, je l'ai vécu, je suis aussi organisateur de beaucoup de salons, d'accord ? Et ça s'est arrêté, on a fermé le salon d'agriculture avec un jour d'avance. Bon. Et puis derrière, je dirais, on a 350 événements dans le groupe qui sont arrêtés. Et ma vraie peur derrière, c'est de dire, est-ce que finalement les gens ont envie de se rencontrer ? Honnêtement, on s'est dit, pendant cette crise, est-ce qu'on a envie de se voir ? Et ce qu'a démontré cette crise, mais dans une proportion colossale, c'est, please, s'il vous plaît, recommencez dans le monde entier. Recommencez, on veut se voir. D'accord ? Ça a été une chose extraordinaire.
Par contre, toute crise est un accélérateur de tendance. Toute crise. Et l'accélérateur de tendance, c'est de dire, ne faites pas occuper le terrain entre deux bornes que sont les événements. Occupez, comme vous le faites dans votre communauté, dans votre ville, vous parlez à votre communauté toute l'année. Dans les salons ou dans les événements ou dans les congrès, parlez à votre communauté tout le temps. Et maintenez l'événement physique. C'est ce qui a été démontré. Donc, il y aura une évolution sur les nouvelles technologies. Et enfin, le dernier point, on le voit, les événements d'il y a 10 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui, ne seront pas d'événements qui auront lieu dans 10 ans. Il y a 2 ans ou 3 ans, si vous veniez ici, il y avait de la moquette partout. Hein. Ok, il ne vous avait pas échappé qu'il n'y a plus de moquette. Bon. Et je pense que dans 3 ans, il y aura encore d'autres choses qui vont bouger. Et heureusement d'ailleurs. Qu'est-ce que ce serait vraiment, pour moi, emmerdant de dire que ça ne bouge pas, quoi. Il faut que les choses bougent, elles évoluent, c'est normal. Et on doit être là, nous les acteurs de leur évolution. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Et voilà. Je vous passe. Et merci à toutes et à tous.